Pensez-vous que l'histoire se résume toujours au récit de la civilisation triomphant de la sauvagerie? Que l'ordre, la poudre et l'acier finissent inévitablement par l'emporter sur les massues en bois? Oubliez tout ce qu'on vous a enseigné. Jetez ces règles au feu. Aujourd'hui, nous partons pour un lieu devenu le cimetière maudit des deux plus grandes machines de guerre de l'humanité. Un endroit où le tout-puissant empire Inca, qui avait soumis le continent, a reculé avec horreur devant des hommes qui n'avaient même pas de roi. Un endroit où les fiers conquistadors espagnols, se considérant comme des messagers de Dieu, sont passés du statut de chasseurs à celui de proie tremblante de peur. Écoutez ce récit jusqu'au bout, et vous découvrirez le prix de la véritable liberté. C'est l'histoire d'un simple palefrenier qui cirait les bottes des envahisseurs, devenu leur pire cauchemar, et un stratège de génie. Vous verrez un guerrier dont on a coupé les deux mains pour l'exemple, mais qui est revenu du néant, des couteaux tranchants attachés à ses moignons, pour rendre lui-même une justice sanglante. Vous apprendrez pourquoi le crâne d'un gouverneur espagnol a été transformé en coupe à vin, et s'il est vrai que sa soif insatiable de richesse a été étanchée par de l'or bouillant versé dans sa gorge. Ce n'est pas juste une guerre, c'est un enfer ininterrompu de 300 ans, où des légions invincibles se sont brisées contre la fureur d'un peuple qui refusait de s'agenouiller. Bienvenue en Araucanie, le seul endroit sur Terre où l'on brise l'échine des empires. Imaginez un son qui n'existe plus. Pas le fracas de l'acier, pas le grondement des canons, mais le bruit sourd et humide d'une massue en bois contre un crâne humain, noyé dans le vacarme incessant de la pluie. Vous vous tenez au milieu d'un enfer verdoyant, où les fougères dépassent la taille d'un cavalier et où le brouillard dévore la lumière du soleil avant même qu'elle ne touche le sol. Bienvenue en Araucanie, là où les empires viennent mourir. On vous a sûrement dit que l'histoire raconte comment la civilisation vainc inévitablement la barbarie. Que l'ordre, les routes et l'écriture l'emportent toujours sur le chaos. Oubliez cela. Jetez ces manuels au feu. Aujourd'hui, nous parlons de l'unique faille dans cette matrice. D'un paradoxe qui a brisé les reins des deux plus grandes machines militaires de leur temps. D'abord, les Romains des Andes, les tout-puissants Incas. Et ensuite, les démons en armure venus d'outre-mer, l'Empire espagnol. Regardez la carte de l'Amérique du Sud. Elle est immense, elle est conquise. D'abord par les Incas, puis par les Espagnols, les Portugais, les Britanniques. Tous ont courbé l'échine. Les Aztèques sont tombés en 2 ans, les Incas en 40 ans. Mais tout au sud, coincé entre les crêtes des Andes et le froid de l'océan Pacifique, est resté un morceau de terre qui, pendant 300 ans, a recraché quiconque tentait de l'avaler. C'est l'histoire du peuple Mapuche. Un peuple qui n'avait ni roi, ni ville, ni or, ni Dieu créateur. Et c'est précisément cette absence de tout ce que nous considérons comme des signes de puissance qui les a rendus immortels. Comment vaincre un ennemi qui n'a pas de capitale à capturer? Comment tuer un roi qui n'existe pas? C'est là que réside l'accroche historique principale de notre récit. Les Mapuches ont transformé l'anarchie en l'arme défensive la plus parfaite de l'histoire de l'humanité. Rembobinons le temps. Fin du XVe siècle. Vers l'an 1485. Au nord du continent, rayonne l'empire Inca, le Tawantinsuyu. Ce n'est pas juste un État, c'est un mécanisme parfaitement huilé. Imaginez l'Union soviétique de l'ère industrielle croisée avec la Rome antique. Un contrôle total. Des routes percées à travers les montagnes sur lesquelles les messagers parcourent des centaines de kilomètres par jour. Des entrepôts regorgeant de grains et de viande séchée, capables de nourrir des armées pendant des années. Les Incas croient apporter la lumière aux sauvages. Leur slogan est simple,
Ne mens pas, ne vole pas, ne sois pas paresseux. Et si vous n'êtes pas d'accord, les légions arrivent. L'armée inca est un rouleau compresseur, des dizaines de milliers de soldats disciplinés, des haches en bronze, des frondes frappant avec la précision d'un fusil de sniper, des armures matelassées impénétrables aux flèches. Ils ont l'habitude de gagner. Ils ont l'habitude que la simple vue de leur bannière pousse les tribus à se rendre sans combattre. L'empereur Tupac Inca Yupanqui regarde vers le sud. Là-bas, au-delà du désert d'Atacama, s'étendent des vallées vertes. Les éclaireurs rapportent « Il y a des gens là-bas, sauvages, dispersés. Ils vivent dans des huttes, se battent entre eux. Une proie idéale. L'Empire fait un pas, le pas lourd et assuré d'un géant de bronze. Mettez-vous dans les rangs de cette légion. Vous êtes un soldat inca. Vous faites partie d'une conscience collective. Vous croyez au Fils du Soleil. Vous marchez vers le sud et le paysage change. L'air sec et pur des montagnes cède la place à une chaleur humide. Les routes s'arrêtent. La boue commence. Une argile collante et lourde qui aspire les sandales. La forêt s'épaissit. Les arbres ici ne sont pas comme à la maison. Ils sont vieux, grinçants, entrelacés de lianes si densément qu'on ne peut avancer qu'en se frayant un chemin à la hache. Les Incas appellent ces gens du Sud les Aucas, ennemis, sauvages, rebelles. Pour la conscience impériale, les Mapuches sont un non-sens. Ils n'ont pas de hiérarchie. Aujourd'hui, tu es chef parce que tu parles mieux que les autres. Et demain, tu n'es personne parce que la guerre est finie. Famille, clan, aucune centralisation. Les Incas envoient des ambassadeurs. Soumettez-vous au Fils du Soleil, payez le tribut, et nous vous construirons des routes. Savez-vous ce que répondent les Mapuches? Rien. La forêt garde le silence. Les généraux impériaux sont désemparés. À qui remettre l'ultimatum? Avec qui négocier? Ils ont l'habitude de briser la pyramide du pouvoir, de décapiter l'élite et d'installer leur gouverneur. Mais ici, il n'y a pas de pyramide. Ici, c'est un réseau horizontal. Essayer de capturer les Mapuches, c'est comme essayer de frapper l'eau avec le poing. L'eau s'écarte, laisse passer le coup, puis se referme sur votre main, et vous vous noyez. Mais l'orgueil est mauvais conseiller. Les Incas sont sûrs de leur supériorité. 20 000 soldats franchissent les frontières des terres Mapuches. Ils portent la civilisation à la pointe de leurs lances. Ils construisent des forts. Ils abattent la forêt. Ils se comportent comme des maîtres, venus mettre de l'ordre dans une porcherie. Mais la forêt commence à s'animer. D'abord, des éclaireurs disparaissent. Ils s'enfoncent simplement dans le fourré vert et se dissolvent. Pas de cris, pas de corps, juste le silence. Puis commencent les visites nocturnes. Les Incas sont habitués à la bonne guerre. Formation, cris rituels, batailles rangées. Les Mapuches se moquent des règles. Ils frappent là où ça fait mal, et quand l'ennemi dort. Une pierre de fronde surgit de l'obscurité, fracasse le crâne d'une sentinelle, et les assaillants disparaissent avant que l'alerte ne soit donnée. C'est de la terreur psychologique. Imaginez ce que vous ressentez, assis près du feu. Vous ne voyez pas l'ennemi, mais vous savez qu'il vous voit. Chaque branche qui craque dans l'obscurité fait glisser votre main vers votre arme. Vous êtes le conquérant, mais vous vous sentez comme le gibier. Et maintenant, posez-vous la question. Qui est le véritable stratège ici? Celui qui a amené une armée énorme et maladroite en terrain inconnu, comptant sur la force brute? Ou celui qui a refusé la confrontation directe, utilisant la géographie elle-même comme allié? Les Incas considéraient les Mapuches comme primitifs.
Mais n'est-ce pas la manifestation suprême de l'intelligence que de ne pas jouer à un jeu où l'on est assurément le plus faible, mais d'imposer ses propres règles? L'Empire continue de pousser. Les généraux exigent une bataille décisive. Ils ont besoin d'une grande victoire pour briser l'esprit de ces fantômes de la forêt. Ils sont persuadés qu'en combat ouvert, la discipline des légions romaines des Andes balayera cette foule de gueux armés de bâtons. Et ils obtiennent ce qu'ils veulent. L'armée inca débouche sur une large rivière. L'eau y est froide, descendant des glaciers. Le courant est rapide, tumultueux. C'est la rivière Maule. Retenez ce nom. Dans l'histoire de l'Amérique du Sud, ce n'est pas juste un point géographique. C'est une cicatrice. C'est la ligne où les ambitions se brisent sur la réalité. Sur l'autre rive, on les attend. Pas une poignée de partisans, pas des détachements épars. Des milliers de guerriers mapuches. Pour la première fois, ils se sont rassemblés. Sans roi, sans contrainte. Simplement parce qu'un étranger est venu sur leur terre. Ils se tiennent sur la rive et leur cri de guerre fait trembler l'eau. Les Incas ne voient pas devant eux une armée, mais une force de la nature. Furieuse, imprévisible, prête à mourir, mais pas à s'agenouiller. Les commandants impériaux regardent les rangs ennemis et sourient. Enfin, les sauvages ont commis une erreur. Ils sont sortis de la forêt. Maintenant, on peut les encercler, les écraser, les détruire. Le bronze contre le bois, l'ordre contre le chaos. Le fils du soleil contre les fils de la boue. L'ordre est donné. Les trompettes sonnent l'attaque. Les légions entrent dans l'eau glacée de la rivière Maule. Certaines qu'au coucher du soleil, ces terres deviendront une nouvelle province du Grand Empire. Mais ils ne savent pas encore que cette rivière ne sera pas une route vers la gloire, mais la frontière de leur monde. La dernière ligne que la civilisation ne franchira pas. L'impact. Ce n'est pas une métaphore sonore. C'est le bruit de 20 000 corps se percutant au milieu du courant glacial. L'eau bouillonne. Dans les premières secondes, on n'entend ni cri ni ordre. Seulement un craquement lourd et humide lorsque les massues en bois, hérissées de pierres tranchantes, rencontrent les casques en bronze. Imaginez le bruit d'une forêt sèche se brisant lors d'un ouragan. Multipliez-le par 1000. Voilà le son du début de la fin de l'expansion Inca. La bataille de la rivière Maule n'est pas une partie d'échecs, comme en ont l'habitude les stratèges impériaux. C'est un hachoir. Les Incas s'attendaient au scénario habituel. Une volée de fronde, un rugissement terrifiant, une attaque d'infanterie lourde, et voilà que les sauvages s'enfuient en jetant leurs armes. C'était ainsi en Équateur, c'était ainsi au Pérou, c'était ainsi partout. Mais ici, avec de l'eau jusqu'aux genoux, l'impossible se produit. La formation des légionnaires, cette machine à tuer impeccable, patine. Ils frappent, mais l'ennemi ne tombe pas. Ils en tuent 10, mais 20 prennent leur place. Les Mapuches ne fuient pas. Ils déferlent par vagues, comme l'océan lui-même, ne connaissant ni la peur, ni la pitié, ni l'ordre de battre en retraite. Vous êtes un centurion Inca. Toute votre vie, on vous a appris que la discipline vainc la fureur, que la formation est le salut. Mais maintenant, quand un guerrier mapuche, transpercé par une lance, au lieu de tomber, s'agrippe à la hampe et se tire vers vous pour vous sauter à la gorge, votre vision du monde se fissure. Vous voyez leurs yeux. Il n'y a pas de peur devant votre grandeur. Il n'y a qu'une promesse de mort, froide et bestiale. Ils ne voient pas en vous un messager des dieux. Pour eux, vous n'êtes que de la viande emballée dans des vêtements inconfortables. Le premier jour de la bataille se termine sans résultat. Le soleil se couche derrière un horizon enfumé et la rivière Maule change de couleur.
Elle n'est plus bleue, ni trouble à cause de la vase. Elle est noire de sang. Les deux armées rampent vers leurs rives respectives pour panser leurs plaies et compter les pertes. Dans le camp Inca, règne un silence de tombe. Les généraux sont sous le choc. Les Aucas auraient dû s'enfuir dès midi. Pourquoi sont-ils encore là? Pourquoi rient-ils dans l'obscurité sur l'autre rive? Le deuxième jour arrive, et de nouveau le choc. La même rivière, la même boue, le même massacre sans fin. Les Incas tentent des manœuvres complexes, des contournements par les flancs, de fausses retraites. Mais contre qui manœuvrer? Les Mapuches n'ont pas de centre, pas de flanc au sens classique. C'est un essaim. Vous ne pouvez pas encercler un essaim. Il vous collera simplement de tous côtés. La brillante tactique de l'Empire se brise sur une efficacité primitive et chaotique. Les chroniqueurs écriront plus tard que le champ de bataille était si densément jonché de corps qu'on pouvait traverser la rivière sans se mouiller les pieds. Bien sûr, c'est une exagération, mais cela traduit bien l'essence des choses. L'efficacité de la machine impériale s'est heurtée à la limite de résistance du matériau humain. À la fin du troisième jour, un événement se produit qui changera à jamais la géopolitique du continent. Les généraux Incas, l'élite, les fils du soleil, prennent une décision qui ne figurait pas dans leur vocabulaire. Une décision pour laquelle on pouvait être exécuté à Cusco. Ils donnent l'ordre de battre en retraite. Pas de se regrouper, pas d'effectuer une manœuvre tactique, mais de partir. Imaginez ce moment. L'armée la plus puissante de l'hémisphère sud, les conquérants des Andes, les bâtisseurs de grandes routes, tournent le dos à une poignée de barbares et s'en vont. Ce n'est pas juste une défaite militaire, c'est l'effondrement d'un mythe. Le mythe de l'invincibilité s'est effondré en poussière sur les rives d'une rivière sans nom. À ce moment, la rivière Maule cesse d'être un simple objet géographique. Elle se transforme en cicatrice sur le corps de l'Empire. C'est la ligne au-delà de laquelle finit le monde civilisé et commence le territoire de la mort. Une frontière. Les Mapuches ne les poursuivent pas. Ils n'ont pas besoin de nouvelles terres. Ils n'ont pas besoin d'or. Ils n'ont pas besoin de conquérir Cusco. Ils ont juste besoin que les étrangers partent. Et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. 3 jours de boucherie ont prouvé une vérité simple mais terrible. Le coût de la conquête de ces terres est supérieur à tout profit possible. Chaque mètre de cette terre devra être payé par des litres de sang impérial. Et le trésor Inca, métaphoriquement parlant, s'est déclaré en faillite. Et maintenant, posez-vous une question inconfortable. Qui est le vrai vainqueur dans cette histoire? L'Empire a sauvé la face en déclarant que les terres du Sud étaient trop pauvres et rudes pour être conquises. C'est l'excuse classique du perdant. On n'en avait pas vraiment envie. Mais nous connaissons la vérité. Une grande civilisation, possédant technologie, logistique et ressources, a été stoppée par des gens qui n'avaient même pas d'écriture pour consigner leur victoire. Ils ont arrêté le rouleau compresseur à main nue. Sur les rives du Maule, le silence s'installe. Mais ce n'est pas un silence de paix. C'est le calme avant une tempête qui durera des siècles. Les Incas, humiliés mais pas anéantis, se retirent vers le nord. Ils commencent à construire des forteresses, pas pour attaquer, mais pour se défendre. Les grands conquérants passent à une défense sourde. Ils érigent des murs, creusent des fossés, transformant la frontière en une barrière infranchissable. Ils espèrent que s'ils ne touchent pas aux Mapuches, les Mapuches ne les toucheront pas. Quelle naïveté! Les Incas pensaient avoir donné aux sauvages une leçon de force. En réalité, ils leur ont offert le cadeau le plus précieux, du temps, et la compréhension que les dieux peuvent être tués.
Le sang des fils du soleil est aussi rouge que celui de tout le monde. Il coule tout autant si l'on perce une artère. Pendant qu'à Cusco, les prêtres tentent d'expliquer à l'empereur pourquoi les légions victorieuses sont revenues bredouilles, une transformation s'opère dans les marais du sud. La victoire sur la rivière Maule n'a pas détendu les Mapuches. Au contraire, elle leur a montré que le monde est plus grand et plus dangereux qu'ils ne le pensaient. Ils ont compris que l'ennemi reviendrait. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais il reviendra, et il sera plus méchant. L'Empire s'est enfermé dans ses forteresses, espérant affamer les insoumis par l'isolement. Ils ont décidé de jouer le jeu long, la stratégie de l'usure. Si nous ne pouvons pas les prendre par l'épée, nous les prendrons par le temps. Nous couperons le commerce, nous les étranglerons économiquement. Nous attendrons qu'ils rampent eux-mêmes pour demander grâce. Mais ils ont oublié un détail. Quand vous enfermez une bête dans une cage et que vous l'affamez, elle ne devient pas docile. Elle devient folle. Et elle commence à chercher une sortie. Les Incas pensaient que la rivière Maule était un mur qui les protégerait du chaos. Mais l'eau est une mauvaise fondation pour des murs. Bientôt, ils apprendront que la tactique qui fonctionnait contre des agriculteurs sédentaires est absolument inutile contre des fantômes. Les Mapuches n'avaient pas l'intention de rester assis sur leur rive à attendre. Ils se préparaient à rendre la visite. Et cette visite ne serait pas polie. Le soleil se couche sur les Andes, peignant les sommets enneigés de la couleur de l'incendie. L'histoire fait une pause pour reprendre son souffle. L'Empire Inca a atteint sa limite. Il s'est heurté à un mur vivant et a reculé. Mais pour les Mapuches, la guerre ne faisait que commencer. Ils ont goûté à la victoire. Ils ont compris le goût du sang de l'Empire. Et ce goût leur a plu. Devant eux, s'étendaient de longues années d'une confrontation étrange et tendue. Des années où la guerre a changé de visage. Au lieu de batailles ouvertes, les ténèbres sont venues. Au lieu du fracas de milliers de pieds, le sifflement silencieux d'un couteau dans la nuit. Les Incas pensaient que le pire était derrière eux. Ils se trompaient. Le véritable cauchemar se préparait seulement à sortir des forêts pour frapper aux portes de leurs forteresses imprenables. Silence. Après le fracas de la bataille sur la rivière Maule, un silence s'est installé, plus effrayant que n'importe quel cri de guerre. Si vous pensez que l'Empire Inca a fait ses valises et est rentré pleurer dans son oreiller, vous connaissez mal la nature des empires. Ils ne savent pas perdre. Si le marteau n'enfonce pas le clou du premier coup, ils ne changent pas d'outil. Ils prennent juste un marteau plus lourd. Les Incas sont passés au plan B. Si les barbares ne peuvent être écrasés sur le champ de bataille, il faut les civiliser de force. Ou, au minimum, les enfermer dans leur propre forêt. L'Empire commence à construire. Imaginez ce tableau. Sur les hautes collines dominant les vallées, des murs commencent à s'élever. Ce sont des pucaras, des forteresses de pierre, chefs-d'œuvre de l'ingénierie inca. Les Incas croient en la pierre. La pierre est éternelle. La pierre, c'est l'ordre. Ils érigent des murs en 3 rangées, construisent des entrepôts, des casernes, des tours de guet. Ils créent des îlots de sécurité dans une mer de chaos. La logique est implacable. Nous nous ancrerons ici, construirons des routes, organiserons le ravitaillement, et les sauvages comprendront que la résistance est inutile. Ils verront notre puissance et viendront se prosterner. Mais les Mapuches ne sont pas venus. Au lieu de cela, ils ont inventé ce que des siècles plus tard on appellera la guérilla. Ils ont compris une chose simple. Pourquoi se frapper la tête contre un mur de pierre si l'on peut simplement fermer le robinet d'eau? Pourquoi prendre une forteresse d'assaut si l'on peut attendre que ses défenseurs commencent à manger leurs propres sandales? Les Mapuches ont disparu. Le jour, la vallée semblait éteinte. Pas une âme.
seul le vent chasse la poussière. Mais dès que le soleil passait l'horizon, la forêt s'animait. Les chasseurs se transformaient en fantômes. Ils n'attaquaient pas les murs, ils attaquaient les lignes de vie. Un convoi de provisions venant du nord, détruit dans une gorge étroite. Un groupe de soldats sortis chercher du bois, disparu sans laisser de traces. Un messager avec un ordre, retrouvé mort à 1 kilomètre des portes. Les Mapuches ont coupé les artères nourrissant l'organisme impérial. Ils ont créé un vide autour des forteresses. Tenez-vous sur le mur d'une telle forteresse. Vous êtes le commandant de la garnison. Vous avez sous vos ordres 1000 guerriers d'élite. Vous êtes armés jusqu'aux dents. Mais vous êtes impuissants. Votre ennemi est partout et nulle part. Vous ne pouvez pas le provoquer en duel. Vous envoyez un détachement punitif, il revient bredouille, ayant perdu la moitié de ses hommes dans des pièges et des embuscades. La forêt vous hait. La terre même sous vos pieds travaille contre vous. Dans les forteresses, la famine commence. Les grands entrepôts se vident. La discipline, dont les Incas étaient si fiers, commence à se fissurer. Les soldats ont peur de franchir les portes, même pour leurs besoins. La nuit devient un moment de terreur. Le sifflement des bolas, des pierres rondes au bout d'une corde, devient le dernier son qu'entendent les sentinelles. Les Mapuches ne se jettent pas dans la gueule du loup. Ils infligent des milliers de petites coupures et attendent que le géant se vide de son sang. Ce n'était pas une guerre d'armée, c'était une guerre des nerfs. Les Mapuches ont fait preuve d'une compréhension géniale de la psychologie. Ils ont fait en sorte que les conquérants se sentent prisonniers dans leur propre prison. Et l'Empire a vacillé. À Cusco, dans les salles dorées des palais, les comptables ont fait de bilan, et les chiffres se sont révélés désastreux. L'entretien des garnisons au sud coûtait des ressources colossales. Des hommes mouraient, de l'or était dépensé, et en retour, rien. Ni tribu, ni esclaves, ni nouvelles terres. Seulement des rapports infinis sur les pertes et des demandes de renforts. L'Empire a fait ce qu'il fait très rarement. Il a reconnu son erreur. Pas à voix haute, bien sûr. La propagande officielle a déclaré que les terres du Sud étaient trop pauvres, le climat horrible, et les gens, des bêtes, indignes de la lumière de la civilisation. Mais en fait, c'était une capitulation. Les Incas ont commencé leur retrait. Ils ont abandonné leurs forteresses imprenables, qui n'ont jamais été prises d'assaut, mais sont devenues des tas de pierres inutiles. Les garnisons partaient vers le nord, jetant des regards vers les forêts sombres d'où des centaines d'yeux les observaient. La rivière Maule est devenue la frontière officielle, la ligne séparant l'ordre du chaos. Le monde était divisé en deux. Au nord, le Tawantinsuyu, l'état de la loi, de la hiérarchie et du soleil. Au sud, le Walmapu, la terre des hommes libres, où il n'y a ni maître ni esclave. C'était un précédent historique. La plus grande puissance du continent n'a pas pu digérer une poignée de tribus éparses et a été forcée de construire une clôture pour s'en isoler. Les Mapuches ne se sont pas contentés de se défendre. Ils ont forcé le respect de leurs frontières. Ils ont prouvé que la décentralisation n'est pas une faiblesse, mais une force. L'hydre n'a pas de tête que l'on puisse trancher. Une paix étrange s'est installée. Pendant des décennies, un calme tendu a régné sur la frontière. Les Incas n'essayaient plus d'aller au sud. Les Mapuches n'allaient pas au nord. Il semblait que l'équilibre avait été trouvé. Il semblait que l'histoire s'était arrêtée à ce point d'équilibre. Mais l'histoire a horreur du vide. Pendant que le silence régnait sur la rivière Maule, au nord lointain, à des milliers de kilomètres, se produisaient des événements qui allaient bouleverser le monde. L'Empire Inca a commencé à pourrir de l'intérieur. Une guerre civile, des maladies venues de nulle part,
Et puis, de l'océan, sont arrivées d'étranges maisons immenses aux ailes blanches. Il en est sorti des hommes bardés d'un métal jamais vu ici. Ils avaient des bêtes qu'ils chevauchaient et des bâtons crachant le tonnerre. Francisco Pizarro et ses conquistadors ont anéanti l'empire Inca avec une facilité effrayante. Ce que les Mapuches avaient contenu pendant des siècles s'est effondré en quelques années. Le grand Inca a été pris en otage et tué. L'or de Cusco a été fondu en lingots et envoyé en Espagne. Le Sud observait. Les nouvelles se répandent vite. Les rumeurs de la chute des Fils du Soleil sont parvenues jusqu'aux forêts d'Araucanie. Les Mapuches écoutaient les récits des fugitifs, sur les démons barbus, sur les animaux qui piétinent les gens, sur la soif d'or impossible à étancher. Pour les Mapuches, la chute de leurs vieux ennemis, les Incas, n'était pas une raison de se réjouir. C'était un signal d'alarme. Si le vieil ennemi, que nous respections pour sa force, est tombé si vite, qui vient prendre sa place? Quelle est cette force capable de briser les murs de granit de Cusco? Les nouveaux conquérants regardaient la carte de l'empire Inca et voyaient qu'elle s'arrêtait au sud. Là-bas, au-delà de la rivière Maule, s'étendaient des terres 100 mètres. Et dans la tête des capitaines espagnols, le même piège s'est refermé que pour leurs prédécesseurs. La logique des vainqueurs: nous avons écrasé le plus grand empire du Nouveau Monde avec une poignée d'hommes. Nous sommes les élus de Dieu. Est-ce que quelques sauvages dans la forêt pourront nous arrêter? Cette confiance en soi était mortelle. Les Espagnols ne savaient pas qu'ils n'allaient pas en promenade. Ils marchaient vers le même hachoir dont les Incas s'étaient à peine sortis. Sauf que maintenant, le hachoir était plus expérimenté. Les Mapuches n'étaient plus de simples tribus. La guerre centenaire contre les Incas était devenue pour eux une université. Ils avaient appris la patience, ils avaient appris la stratégie. Ils avaient compris que l'ennemi n'est fort que lorsqu'il joue selon ses propres règles. Sur la rive de la rivière Maule, des années après le départ des Incas, un nouveau détachement est apparu. Les cuirasses d'acier brillaient au soleil. Les casques morions reflétaient la lumière. Les sabots des chevaux enfonçaient dans la boue les traces de bêtes jamais vues. Diego de Almagro, puis Pedro de Valdivia, menaient leurs hommes vers le sud. Ils marchaient pour l'or, pour la gloire et pour les terres. Ils pensaient porter la croix et l'épée dans le vide. Ils ne savaient pas que le vide les regardait en retour et qu'ils souriaient. Les Mapuches attendaient. Ils voyaient l'acier scintiller et comprenaient. Le temps d'une nouvelle leçon était venu. Le vieux maître était parti, un nouveau venait prendre sa place. Mais en Araucanie, ce n'est pas le maître qui fait passer les examens, c'est l'élève. Et le prix de l'échec à cet examen, c'est la vie. L'air sentait l'orage, pas celui qui apporte la pluie, mais celui qui apporte le fer et le feu. L'âge du bronze était terminé. L'âge de l'acier et de la poudre commençait. Et les Mapuches étaient prêts à l'accueillir comme ils le savaient le mieux, par un silence derrière lequel se cache un coup mortel. 1532, Caramarca. Si vous aviez été là, vous n'en auriez pas cru vos yeux. 168 hommes. Seulement 168 Espagnols sales, en sueur, épuisés par la marche, font face à l'armée de 80 000 hommes de l'Inca Atahualpa. Selon toute logique, selon toute mathématique de guerre, ils auraient dû être réduits en poussière en 3 minutes. Mais l'inverse se produit. Francisco Pizarro, un homme qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui savait tuer avec virtuosité, accomplit l'impossible. Il capture l'empereur, et le plus grand empire du continent tombe à genoux, comme fauché.
Ce n'était pas un combat, c'était une boucherie. Le fracas des arquebuses, le cliquetis de l'acier, le piétinement des chevaux. Les Incas n'avaient jamais vu de chevaux. Pour eux, le centaure bardé de métal était une créature de cauchemar. L'Empire s'est effondré non par la force des armes, mais par le choc, par la paralysie de la volonté. Les Européens ont tout pris, l'or, l'argent, le pouvoir. Ils ont transformé les anciens dieux en diables et les temples en écuries. Et c'est là, sur les ruines de la grandeur inca, que naît la chose la plus dangereuse au monde, le complexe de Dieu. Les conquistadors ont cru qu'ils étaient invincibles. Sérieusement, mettez-vous à leur place. Vous avez traversé la moitié du monde, navigué sur l'océan, survécu dans la jungle, et avec une poignée de vagabonds, vous avez détruit une civilisation bâtie au fil des siècles. Vous regardez vos mains et vous pensez « Je suis l'élu, Dieu me guide ». Personne ne peut résister à l'acier espagnol. Cet orgueil enivre plus fort que n'importe quel vin. Il aveugle. Il désactive l'instinct de conservation. Les Espagnols regardent la carte. Le Pérou est pris. Mais l'ambition est un carburant qui ne s'épuise jamais. Il leur en faut plus. Ils veulent leur propre royaume. Leur regard se porte vers le sud. Sur les terres que les Incas appelaient Chili, froid ou bout du monde. Les Incas disaient qu'il y vivait des sauvages qui n'avaient rien. Mais les Espagnols n'entendent qu'une chose. Il y a de la terre là-bas, et peut-être de l'or. Le piège logique se referme avec un bruit sec. La pensée du conquistador fonctionne simplement. Nous avons vaincu les Incas, les maîtres de ce continent. Les Mapuches sont ceux que même les Incas considéraient comme primitifs. Donc, si nous avons brisé les maîtres, nous écraserons leurs esclaves en passant, sans même le remarquer. Personne n'a songé à demander « Mais pourquoi, au juste, les maîtres n'ont-ils jamais réussi à soumettre ces esclaves ?» Pourquoi la frontière de l'Empire s'est-elle arrêtée à la rivière Maule? On a mis ce détail sur le compte de la paresse des Incas. Ils n'ont juste pas fait beaucoup d'efforts. Mais nous ferons des efforts. Pedro de Valdivia entre en scène. Vétéran des guerres européennes, homme à la mâchoire de fer et aux yeux de glace, il ne cherche pas la facilité. Il veut devenir fondateur, gouverneur, roi. Il rassemble une expédition. Mais ce n'est pas une simple marche pour le butin, c'est une marche triomphale. Regardez-les, 1540, ils sortent de Cusco. Dans leur rang, la fleur de la conquête. Des cavaliers en armure complète, des fantassins avec de longues piques, des arquebusiers mèches prêts à enflammer la poudre. À côté marchent des milliers d'Indiens porteurs, les fiers sujets de l'Empire d'hier, devenus simple bétail de trait. Ils traversent le désert d'Atacama. C'est l'enfer sur terre. Un lieu où il ne pleut pas pendant des décennies. Le soleil brûle le cerveau à travers le casque. Les hommes tombent. Les chevaux se cassent les jambes. Mais Valdivia les traîne vers l'avant à la seule force de sa volonté. Il est obsédé. Il croit qu'au bout de cet enfer l'attend le paradis. Et quand ils débouchent enfin dans les vallées du centre du Chili, ils pensent avoir raison. La terre ici est magnifique. Le climat est doux, rappelant l'Espagne natale. Les rivières sont pleines d'eau, les forêts pleines de gibier. Et surtout, les habitants locaux. Ils regardent depuis les collines, mais n'attaquent pas. Ils semblent simples, naïfs. Pas de forteresse de pierre, pas de légion, juste des gens vêtus de peau. Valdivia fonde une ville, Santiago de Nueva Extremadura, le 12 février 1541. Il plante un drapeau dans le sol et déclare ce territoire propriété de la couronne espagnole. Il divise la terre, divise les gens qu'il n'a même pas encore attrapés. Il écrit des lettres au roi Charles Quint pleines de pathos et de promesses.
Cette terre est faite pour que votre majesté la gouverne. L'ironie du sort atteint ici des sommets. Les Espagnols construisent des maisons, tracent des rues, érigent une église. Ils se comportent comme s'ils avaient déjà gagné. Ils ne comprennent même pas qu'ils commettent la même erreur que les Incas, mais avec une ampleur décuplée. Les Incas connaissaient au moins le terrain. Les Espagnols sont des chatons aveugles qui sont entrés dans la tanière du loup et ont décidé que c'était un panier douillet. Ils ont apporté leurs règles de guerre, les règles européennes. Là-bas, la guerre est un jeu d'échecs. Vous prenez la capitale, capturez le roi, signez un traité de paix et le territoire est à vous. Mais ils ont oublié de vérifier si leur adversaire avait un roi, s'il avait une capitale. Les Mapuches observent. Ils voient les étrangers abattre leurs arbres sacrés, enchaîner les gens et les forcer à chercher du métal jaune dans les rivières. Ils voient ces bêtes étranges, les chevaux. D'abord, ce fut le choc, la peur. Que sont ces démons ? Chuchotait-on dans les forêts. Mais la peur est une émotion, et les Mapuches sont des pragmatiques. Ils ont commencé à regarder plus attentivement. Valdivia se sent maître de la situation. Il organise des raids, réprime de petites escarmouches. Son poing d'acier semble indestructible. L'épée en acier de Tolède tranche une massue en bois et l'homme derrière d'un seul coup. L'arquebuse perce n'importe quel bouclier. Les chiens, d'énormes mastifs dressés à la chasse à l'homme, déchirent la chair en lambeaux. Ce sera facile, pensent les capitaines en buvant du vin dans leur tente. Ce sont des sauvages, ils n'ont pas de discipline, pas de Dieu. Nous leur apporterons la lumière, et s'ils refusent, nous les enverrons au Créateur. Mais ils n'ont pas remarqué que l'air avait changé. Les oiseaux se sont tus. La forêt est devenue plus dense. Les Mapuches n'ont pas couru se rendre. Ils n'ont pas apporté d'offrande. Ils ont simplement fait un pas en arrière, dans l'ombre. Les Espagnols cherchaient l'Eldorado et ont trouvé le cimetière de leurs ambitions. Ils cherchaient la gloire et ont trouvé une guerre sans fin qui dévorera leur vie, leur or et leur fierté. Valdivia pensait être le chasseur. Il ne savait pas que la vraie chasse n'avait même pas encore commencé. Et que dans cette chasse, le gibier, c'est lui. Pendant qu'à Santiago on célébrait la fondation de la nouvelle colonie, un tout autre accueil se préparait dans les marais du Sud. Pas un dîner solennel, mais un festin sanglant. Les cuirasses d'acier dont ils étaient si fiers allaient bientôt devenir leur cercueil. L'éclat de l'or allait ternir devant l'éclat des yeux observant depuis le fourré. L'Empire a joué son coup. C'est maintenant au tour de la forêt. Et la forêt sait attendre. Elle a vu les Incas. Elle a vu leur départ. Maintenant, elle étudie les nouveaux invités. Elle les teste. La reconnaissance par le combat est désormais inévitable. Le mythe des dieux blancs doit passer l'épreuve de résistance. Et, spoiler, les dieux qui saignent cessent très vite d'être des dieux. Ils deviennent simplement des cibles. Le silence est trompeur. Si vous marchiez dans les rues de Santiago, fraîchement bâties au début des années 40 du XVIe siècle, vous auriez l'impression que la guerre est finie. Les Espagnols construisent des maisons, plantent des vignes, élèvent des cochons. On dirait que les Mapuches se sont résignés. Ils viennent dans les colonies, travaillent dans les champs, portent des charges, nettoient les écuries. Pedro de Valdivia écrit à Madrid des rapports enthousiastes. La région est soumise. Les sauvages ont compris leur place. Nous leur portons la lumière de la foi et l'ordre. Quel aveuglement fatal. Valdivia ne comprenait pas une chose. Ce qu'il prenait pour de la soumission n'était pas de l'humilité. C'était de la reconnaissance. L'opération de renseignement la plus massive, profonde et cynique de l'histoire des guerres coloniales. Les Mapuches ne sont pas devenus des esclaves.
Ils sont devenus des espions. Ils ont transformé chaque écurie espagnole, chaque cuisine et chaque dépôt d'armes en institut de recherche sur la mort. Imaginez la scène. Vous êtes un hidalgo espagnol. Vous êtes en selle, bardé d'une cuirasse étincelante. Vous vous sentez comme un demi-dieu. Votre cheval est une bête d'un autre monde, soufflant de la vapeur. À côté de vous se tient votre serviteur Mapuche. Il tient l'étrier, il baisse les yeux. Vous pensez qu'il tremble de peur devant votre grandeur? Non, il compte. Il mémorise combien de temps il vous faut pour charger une arquebuse. Il voit qu'après le tir, vous êtes sans défense pendant 1 minute entière. Il remarque que sous la pluie, votre tonnerre ne fonctionne pas parce que la poudre noire se mouille et devient une bouillie sale. Il touche le flanc de votre cheval et sent que sous la peau bat le même cœur que celui d'un lama. Il voit comment vous vous fatiguez, comment vous transpirez sous le fer, comment vous enlevez votre casque pour vous gratter la tête, et à ce moment, votre crâne est aussi fragile qu'un pot en argile. Ce fut une période de démystification, une période où les dieux blancs redevenaient des hommes. Les Espagnols ont eux-mêmes laissé entrer l'ennemi dans leur maison. Ils avaient besoin de main-d'œuvre, et les Mapuches l'ont fourni avec joie. Ils étudiaient l'ennemi tactilement. Les palefreniers Mapuches en ont appris plus sur les chevaux que les cavaliers eux-mêmes. Ils ont compris le grand secret du centaure. Le cavalier et le cheval sont 2 créatures différentes. Si l'on tue le cheval, le cavalier tombe. Et un chevalier en lourde armure gisant au sol n'est plus une machine de mort. C'est une tortue maladroite, facile à achever. Regardez cela avec les yeux d'un historien. C'est un moment unique. Habituellement, les aborigènes soit fuient la technologie, soit l'adorent aveuglément. Les Mapuches ont commencé sa rétro-ingénierie. Ils ne pouvaient pas forger l'acier, mais ils pouvaient trouver les failles dans les armures. Ils ne pouvaient pas fabriquer de poudre, mais ils ont compris son rythme. Dans les forêts, le travail battait son plein. Les informations recueillies par les serviteurs dociles à Santiago affluaient vers les Toquis, les chefs de guerre. Les conseils des anciens se transformaient en état-major d'analyse tactique. Ils ne sont pas des dieux, disaient les éclaireurs. Ils meurent d'une flèche dans le cou, ils meurent de soif. Leurs bêtes ont peur du feu. Leur fer est dur, répondaient d'autres. Mais il est lourd. Dans le marais, il coule. Dans la forêt dense, leurs longues piques se coincent dans les branches. Le mythe de la divinité s'est brisé en morceaux. Ce fut un tournant psychologique critique. Vous ne pouvez pas vaincre un dieu qui lance la foudre, mais vous pouvez tout à fait tuer un homme qui a simplement un bâton dangereux, mais compréhensible. La peur a fait place à un mépris froid et calculateur. Les Mapuches ont compris. Les étrangers ne sont forts qu'à découvert, et tant qu'ils sont en selle. Il faut donc les priver d'espace et de sel. Les Espagnols continuaient d'étendre leurs possessions, sans remarquer que les ténèbres s'épaississaient autour de leur fort. Ils construisaient des forteresses au cœur même de l'Araucanie. Tucapel, Puren, Angol. Ils étiraient leurs communications, les rendant fines et vulnérables. Ils étaient sûrs que les murs les protégeraient. Mais les murs ne protègent pas si l'ennemi est déjà dans votre tête. Au début des années 50 du XVIe siècle, la tension a atteint son paroxysme. Les Mapuches avaient fini la collecte de données. La période de test était terminée. Ils savaient tout sur les conquistadors, leurs habitudes, leur emploi du temps, leurs points faibles. Il ne leur manquait qu'une chose, celui qui rassemblerait ces connaissances en un système unique. Celui qui transformerait les observations en doctrine. Ils avaient besoin d'un chef qui connaisse l'ennemi non seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur. L'ironie du sort veut que ce chef ait été élevé par Pedro de Valdivia lui-même. Le gouverneur du Chili gardait auprès de lui un jeune garçon mapuche. Il s'appelait Lef Traru, ce qui en langue mapudungun
signifie faucon rapide. Pour les Espagnols, c'était simplement Felipe. Un petit gars débrouillard, palefrenier, page. Valdivia l'aimait comme un animal de compagnie. Il l'emmenait avec lui en campagne, le forçait à nettoyer ses armures, à s'occuper des meilleurs étalons. Valdivia pensait apprivoiser un sauvage. Il pensait lui montrer la grandeur de la civilisation. En réalité, il formait son bourreau. Le jeune Lev Trarou absorbait tout. Il ne faisait pas que nettoyer les chevaux. Il apprenait à gérer la cavalerie. Il ne faisait pas que regarder l'exercice des soldats. Il mémorisait la tactique des tercios espagnols. Il a compris l'essence de la guerre européenne. Discipline, formation, interaction des armes. Il a vu comment les Espagnols paniquent quand ils sont encerclés. Il a vu comment ils dépendent de leur commandant. Imaginez ce regard. Un jeune homme se tient dans l'ombre de la tente, tenant le casque du gouverneur. Valdivia discute des plans de campagne avec ses officiers, dessine des cartes, argumente. Et Felipe écoute. Son visage est impénétrable. Mais dans sa tête, les engrenages tournent. Il voit toute la carte. Il voit que le colosse espagnol a des pieds d'argile. Un beau jour, Felipe a disparu. Il est simplement parti dans la nuit, emportant avec lui le meilleur cheval. Valdivia a peut-être été contrarié. Son serviteur préféré s'est enfui. Ingrat. Mais il ne soupçonnait même pas que cette fuite marquait le début de la fin de son rêve. Lev Trarou n'est pas retourné dans les forêts comme un esclave en fuite. Il est revenu en tant que Lautaro, nom sous lequel il entrera dans la légende. Il n'a pas apporté seulement un cheval volé, il a apporté le logiciel espagnol, la technologie de la guerre, le savoir. Dans les forêts d'Araucanie, le temps des études s'achevait, le temps des examens commençait. Et le premier à devoir passer cette épreuve sanglante serait le maître lui-même, le fier et arrogant Pedro de Valdivia. La reconnaissance était terminée. L'heure de la révolution tactique avait sonné. La forêt l'a accueilli en silence. Quand le jeune homme, que les Espagnols appelaient Felipe, a sauté de l'étalon volé et est entré dans le cercle des chefs, personne n'a applaudi. On le regardait avec suspicion. Il avait vécu trop longtemps parmi les ennemis. Il sent l'étranger. Il porte leurs vêtements. Peut-être est-il un traître. Peut-être est-ce une nouvelle ruse des conquistadors. Mais quand il a parlé, la forêt s'est tue. Il s'est présenté sous son vrai nom, Lev Trarou, faucon rapide. Et il a apporté à son peuple quelque chose de plus précieux que de l'or volé ou une épée espagnole. Il a apporté la connaissance. Il a déployé devant les anciens une carte invisible sur laquelle étaient marquées toutes les fissures dans l'armure des dieux blancs. L'histoire des guerres connaît de nombreux exemples où le camp en retard technologique tente de copier les armes de l'ennemi. Mais Lev Trarou est allé plus loin. Il ne pouvait pas donner aux Mapuches des canons ou des armures. Il n'avait pas de forge. Il n'avait pas d'usine de poudre. Alors il a fait un coup de génie. Il a reprogrammé la manière même de faire la guerre. Il a intégré le logiciel espagnol dans le matériel mapuche. Imaginez ce choc culturel. La guerre traditionnelle mapuche, c'est le Malón, un raid furieux et chaotique. Une foule de braves fonce en avant, chacun pour soi, chacun voulant accomplir un exploit. C'est beau, c'est héroïque, et c'est absolument suicidaire contre un tercio espagnol. Une ligne de piquier réduit une foule de héros en chair à pâté en quelques minutes. Lev Trarou a dit « Assez ». Nous ne nous battons plus comme une foule. Nous nous battons comme une machine. Dans les forêts a commencé ce que l'Amérique du Sud n'avait encore jamais vu. Des camps d'entraînement. L'ancien palefrenier de Valdivia
s'est transformé en instructeur sévère, un sergent qui brise les habitudes pour sauver des vies. Il leur a enseigné la discipline, pas celle basée sur la peur du châtiment, mais celle basée sur la survie. Première leçon, le cheval. Pour l'Indien, le cavalier et le cheval ne faisaient qu'un, un monstre à 4 pattes et 2 bras. Leftraru leur a ri au nez. « Ce n'est pas un monstre, disait-il. C'est juste un homme assis sur un grand cerf effrayé. Enlevez le cerf et l'homme devient impuissant. » Il leur a appris à ne pas craindre la charge de la cavalerie. Il leur a montré comment utiliser de longues perches avec des crochets aux extrémités et des lassos. Ne frappez pas le fer, enseignait-il. Visez le cheval, ou accrochez le cavalier par le cou et tirez-le vers le bas. Il les forçait à répéter ce mouvement des milliers de fois. Lancer du lasso, traction, coup de massue au sol, là où devait se trouver l'ennemi tombé. La forêt s'est remplie de bruits de coups sourds. Les Mapuches apprenaient à faire tomber les dieux du ciel sur la terre. Deuxième leçon, le terrain. Les Espagnols sont invincibles en rase campagne. Parfait. Nous ne leur donnerons plus jamais de rase campagne. Leftraru a interdit de sortir dans les plaines ouvertes. La guerre doit se dérouler là où le cheval s'enfonce jusqu'au ventre dans la boue, où les branches fouettent le visage, où les pics s'emmêlent dans les lianes. Il a transformé la géographie en allié principal de la résistance. Mais la principale innovation fut la tactique. Leftraru avait vu comment se battent les Espagnols. Ils font un mur, ils fatiguent, mais y tiennent. Les Mapuches jetaient habituellement toute leur force dans un seul assaut, et s'il échouait, ils battaient en retraite. Leftraru a divisé l'armée en détachements, des divisions. Vous comprenez ce que cela signifie? Il a inventé l'attaque échelonnée. Imaginez ce schéma. Le premier détachement Mapuche attaque les Espagnols. Il se bat furieusement, force les conquistadors à se tendre, à gaspiller de la poudre, à manier de lourdes épées. 15 minutes passent. Au signal du corps, oui, il a introduit des signaux sonores de commandement. Le premier détachement bondit en arrière. Les Espagnols pensent « Victoire! Nous les avons repoussés !» Ils baissent leurs armes pour essuyer leur sueur et boire une gorgée d'eau. Et à cette seconde même, un deuxième détachement surgit de la forêt. Frais, reposé, plein de force. Les Espagnols saisissent de nouveau leurs épées. Ils se battent encore à la limite. Le deuxième détachement se retire. Un troisième apparaît, puis un quatrième. C'était une chaîne d'épuisement. Leftraru a compris que les capacités physiques d'un homme en armure sont limitées. Après 1 heure à manier une épée de 5 kilos, le bras tétanise. Après 2 heures, les muscles brûlent. Après 3 heures, le guerrier se transforme en zombie. Et les Mapuches sont toujours frais. Ils se relaient, ils se reposent, mangent, regardent leurs frères épuiser l'ennemi et retournent au combat. Ce n'était pas juste une tactique, c'était une mathématique de la mort. Leftraru a calculé l'endurance des Espagnols et a trouvé le moyen d'annuler leur supériorité technique. La poudre s'épuise, les mèches s'éteignent, les bras fatiguent, et la forêt est infinie, et il y a assez de guerriers pour 1 semaine d'attaque ininterrompue. Les anciens regardaient ces entraînements avec une horreur révérencieuse. Ils voyaient les bergers et chasseurs d'hier se transformer en un organisme coordonné. Des commandants de centaines et de milliers sont apparus. Le renseignement est apparu. Un système d'alerte parfumé est apparu. Leftraru a créé une armée d'un type nouveau, mobile, légère, mais dirigée par la volonté ferme d'un seul homme. Les rumeurs d'un « démon » qui dresse les sauvages ont commencé à atteindre les forts espagnols. Mais l'orgueil leur a encore joué un mauvais tour. Qui
riaient les capitaines. Notre Felipe, ce petit palefrenier, il ne sait que nettoyer le fumier, qui joue aux petits soldats. Ils ne comprenaient pas que pendant qu'ils riaient, le piège s'armait déjà. Leftraru ne préparait pas seulement une défense, il préparait un meurtre. Il a choisi une cible. Et la cible n'était pas un fort ordinaire. La cible était Pedro de Valdivia lui-même. L'élève a décidé qu'il était temps de rendre visite au maître et de lui montrer ses devoirs. Vers la fin de l'année 1553, l'atmosphère dans les forêts a changé. Ce n'était plus la peur de la proie devant le prédateur. C'était l'excitation du chasseur qui a acculé la bête dans une fosse et qui aiguise sa lance. Les guerriers regardaient leurs massues macanas non plus comme des bâtons, mais comme des instruments de justice. Ils savaient, le fer se plie, les chevaux sont mortels, et les Espagnols sont juste des hommes venus là où ils n'ont pas leur place. Lautaro se tenait sur une colline et regardait vers le fort Tucapel. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, seulement un calcul froid. Il savait comment pense Valdivia. Il savait que le gouverneur ne supporterait pas l'insolence. Il savait qu'il mènerait personnellement une expédition punitive. C'est exactement sur cela qu'il comptait. Attirer, encercler, épuiser, détruire. Le plan était simple et génial. Et pour sa réalisation, il ne fallait qu'une chose, que Valdivia reste fidèle à son orgueil. Leftraru misait sur la prévisibilité de la pensée impériale. Et comme l'histoire l'a montré, ce fut le pari le plus sûr de sa vie. Le temps des pourparlers était terminé. La forêt s'est figée dans l'attente. Quelque part là-bas, à Santiago, le gouverneur donnait déjà ses ordres, scellait les chevaux et rassemblait le détachement qui devait rétablir l'ordre. Il chevauchait vers sa mort, sûr d'une promenade facile. Il chevauchait pour rencontrer celui qu'il considérait comme son serviteur, sans se douter qu'il allait à la rencontre du plus grand génie militaire d'Amérique du Sud. La leçon commençait. 25 décembre 1553. Noël. Ce jour-là, il est d'usage d'offrir des cadeaux, de s'asseoir au coin du feu en famille et de chanter des psaumes. Mais Pedro de Valdivia, premier gouverneur du Chili, passe cette fête en selle. Il est en colère. Il est irrité. Il se dépêche vers le sud, vers le fort Tucapel, pour punir personnellement les insolents qui ont osé lever la tête. Valdivia est sûr de lui. Avec lui, seulement une cinquantaine de cavaliers, l'élite de l'élite, des vétérans dont les noms résonnent du Pérou à Madrid. Il estime que c'est plus que suffisant. Après tout, auparavant, une dizaine suffisait pour disperser une foule de 1000 hommes. Il ne va pas à la guerre. Il va faire une opération de police. Dans sa tête, le scénario est déjà écrit. Arriver, exécuter les instigateurs, rétablir l'ordre, rentrer à Santiago en héros. Mais quand le détachement monte sur la colline, un tableau s'ouvre devant eux qui glace le sang même des tueurs aguerris. Le fort Tucapel n'existe plus. Plus de murs, plus de tours, plus de garnison. Seulement des ruines fumantes et un silence absolu, résonnant. Pas de corps, pas de cris. Le vide. Le gouverneur ordonne la halte. Les chevaux sont nerveux, bougent les oreilles. L'air est épais, lourd, imprégné d'une odeur de brûlé et d'autre chose. L'odeur du piège. Valdivia regarde autour de lui. Autour de la colline, une forêt dense. Un mur vert qui les regarde avec des milliers d'yeux invisibles. Et soudain, un son retentit. Pas le hurlement désordonné des sauvages auxquels les Espagnols sont habitués, mais le son net et clair d'un corps. Un signal. De la forêt sort un premier détachement. Ils ne courent pas tête baissée, ils marchent en formation. Ils sont armés de longues piques,
volés ou copiés aux Espagnols. Ils portent des morceaux d'armure pris à l'ennemi. Valdivia voit cela et, peut-être pour la première fois de sa vie, ressent la piqûre de la vraie peur. Ce n'est pas une révolte, c'est une armée. Les Espagnols sont des professionnels. Le choc dure une seconde. « Santiago !» crient-ils en lançant leurs chevaux à l'attaque. Le coin d'acier s'enfonce dans les rangs mapuche. Les arquebuses tonnent, les épées tranchent, les chevaux piétinent. Il semble que tout se passe comme d'habitude. Le premier détachement mapuche ne résiste pas au choc. Ils subissent des pertes, leurs lignes se brisent, ils fuient vers la forêt. Les conquistadors triomphent. C'est fini, pense-t-il. Les lâches fuient. Ils rient, baissent leurs armes, commencent à recharger les arquebuses et à essuyer la sueur de leur front. Les chevaux respirent lourdement, les flancs écumants. Mais le corps sonne à nouveau. Et de la forêt, d'un autre côté, sort un deuxième détachement. Frais, plein de force. Ils foncent sur les Espagnols qui n'ont pas encore eu le temps de reprendre leur souffle. Valdivia comprend. Pas le temps de recharger. Au combat! De nouveau le cliquetis de l'acier. De nouveau la mêlée. Les Espagnols se battent furieusement. Ce sont les meilleurs escrimeurs du monde. Et ils repoussent encore l'ennemi. Le deuxième détachement se retire dans le fourré. Les Espagnols tiennent à peine en selle. Leurs mains tremblent de tension. La soif les torture insupportablement. Le soleil est au zénith et ils sont enfermés dans des fourneaux de fer. « De l'eau !» râle quelqu'un. Le corps sonne une troisième fois. C'est le moment de vérité. Le moment où Valdivia comprend qu'il joue aux échecs contre un grand maître. Troisième vague. Des guerriers frais contre des demi-morts épuisés. C'était la tactique de Lautaro en action. Il ne jetait pas simplement les gens à l'abattoir, il les changeait, comme des pièces de rechange dans un mécanisme, jusqu'à ce que le mécanisme de l'ennemi casse par usure. Les Espagnols paniquent. Leur formation se désagrège. Ils comprennent que cela ne finira jamais. La forêt enfantera de nouveaux détachements, jusqu'à ce que le dernier conquistador tombe d'épuisement. « Retraite !» crie Valdivia. Le grand conquérant, le vainqueur du Chili, ordonne la fuite. Mais un piège n'a pas pour habitude de laisser sortir sa proie. Le chemin du retour est coupé. Des flancs, de l'arrière, de partout, surgissent des guerriers avec des lassos et des massues. L'agonie commence. Ce n'est plus une bataille, c'est une chasse. Les Mapuches tirent les cavaliers hors de leur selle avec des crochets. Dès que le chevalier tombe dans les hautes herbes, il est condamné. Les lourdes armures qui sauvaient des flèches deviennent maintenant un cercueil. L'homme ne peut pas se relever, et les macanas, de lourdes massues en bois dur, s'abattent sur lui. Coup après coup, jusqu'à ce que le fer se plie, jusqu'à ce que le mouvement cesse. Valdivia voit son détachement périr. Il voit son confesseur personnel tomber le crâne fracassé. Il voit ses meilleurs capitaines disparaître sous une vague de corps. Il éperonne son cheval, essayant de percer. Il a sous la selle le meilleur étalon de la colonie. Il s'échappe presque. Mais le marais n'est pas du côté de l'Empire. Le cheval s'enlise dans la boue. Valdivia, couvert de boue et de sang, tente de s'en sortir à pied. Et là, il l'encercle. Le cercle de lance se resserre. Il dégaine son épée, crie des menaces, promet le châtiment céleste. Mais personne n'a peur. Les lances s'écartent et un homme s'avance. Jeune, aux yeux froids. Valdivia le reconnaît. C'est Felipe, son page, son palefrenier, celui à qui il confiait le nettoyage de ses bottes. Seulement maintenant, Felipe ne tient pas l'étrier. Il tient le destin du gouverneur entre ses mains. On jette Valdivia à terre, on le ligote, on lui arrache son casque. On le traîne au camp des vainqueurs.
Imaginez ce chemin. L'homme qui se prenait pour le roi de cette terre, que l'on portait au nu, est maintenant traîné dans la boue comme un sac de grains. Autour de lui se tiennent ceux qu'il considérait comme des animaux. Mais ces animaux viennent d'écraser la meilleure infanterie d'Europe en utilisant une tactique que Jules César lui-même aurait enviée. La scène dans le camp est l'une des pages les plus sombres et controversées de l'histoire. Les chroniques divergent sur les détails, mais s'accordent sur un point. Le dialogue fut court. Valdivia, à genoux, tente de négocier. L'instinct du politique s'active même face à la mort. « Je vous donnerai tout, dit-il. J'emmènerai les hommes. Je vous donnerai autant d'or que vous ne pourrez emporter. Laissez-moi partir. » Les chefs mapuches écoutent. Ils regardent l'homme qui, pendant des années, a forcé leurs frères à mourir dans les mines pour extraire le métal jaune. La légende raconte que l'un des chefs, peut-être Lautaro lui-même, ou le vieux Pilanco, a souri et a dit « Tu aimes tant l'or? Tu es venu ici pour lui? Tu nous as tués pour lui? Eh bien, nous sommes un peuple hospitalier. Rassasie-t'en donc pleinement. » On dit qu'ils ont fait fondre de l'or et qu'ils l'ont versé, bouillant, directement dans la gorge du gouverneur. « Mange, bois, régale-toi, c'est ce que tu voulais. » Une mort cruelle, cinématographique, terrible. Les historiens débattent de la véracité de ce fait. Il s'agit probablement d'un mythe inventé plus tard pour souligner l'horreur de la situation. La réalité était probablement plus prosaïque et plus brutale. Un coup de massue sur la nuque, ou comme les Mapuches le pratiquaient avec les ennemis particulièrement haïs, l'extraction du cœur sur le prisonnier encore vivant. Et du crâne, selon la vieille tradition, on a fait une coupe pour la chicha, une boisson rituelle pour boire la force de l'ennemi lors des festins. Mais peu importe comment le corps de Valdivia est mort, ce qui compte, c'est que l'idée est morte. La tête du gouverneur, plantée sur une pique, dominait le camp mapuche. C'était un symbole, le drapeau d'une nouvelle ère. L'homme blanc est mortel. On peut le tromper, on peut l'encercler, on peut le tuer. Et son or ne l'aidera pas. La nouvelle de la mort de Valdivia a frappé Santiago plus fort qu'un tremblement de terre. Imaginez la panique en ville. Le gouverneur est mort. L'élite est anéantie. Il n'y a plus d'armée. Les gens se barricadaient dans les maisons, s'attendant à voir apparaître des hordes de sauvages à l'horizon dès le lendemain. Les églises se sont remplies de gens en pleurs, priant pour le salut. Le mythe de l'invincibilité s'est effondré. L'ombre de la tête de Valdivia a recouvert toute la colonie. Les Espagnols ont compris. Ce n'est pas une révolte. C'est une guerre d'extermination. Et dans cette guerre, ils ne sont plus les chasseurs. Et dans les forêts d'Araucanie, on célébrait la victoire. Lautaro est devenu une légende de son vivant. L'élève a surpassé le maître de la manière la plus cruelle. Il l'a anéanti. Mais Lautaro ne faisait pas la fête. Il connaissait les Espagnols. Il savait que maintenant la peur les gouvernait, mais que bientôt viendrait la colère. L'Empire enverrait de nouveaux soldats, plus de canons, plus d'acier. La bataille de Tucapel n'était qu'un début. Valdivia était la première victime, mais loin d'être la dernière. Le sang du gouverneur n'a fait qu'exciter l'appétit du dieu de la guerre. Maintenant, les Mapuches allaient devoir affronter la fureur d'une bête blessée qui a décidé de rejeter toutes les règles de bienséance et de commencer à tuer pour de vrai. Et cette fois, les Espagnols auront un nouvel atout, la haine. La mort de Pedro de Valdivia n'a pas mis fin à la guerre. Elle a fait sauter le sceau des portes de l'enfer. Si auparavant c'était une expédition coloniale pour l'or et les terres, le conflit est maintenant passé au stade de la vendetta personnelle et bestiale. L'Empire espagnol
ne pardonne pas les humiliations. Lorsque la nouvelle que le gouverneur du Chili avait été tué et son crâne peut-être transformé en coupe est parvenue au vice-roi à Lima, le mécanisme de la vengeance impériale s'est mis à fonctionner à plein régime. Plus de négociations, plus de tentatives de civiliser les sauvages. La nouvelle devise de la conquête sonnait simplement « La guerre par le feu et le sang ». De nouveaux détachements partent vers le sud. Ils sont commandés par des hommes sans illusion. Ils ne cherchent pas l'Eldorado. Ils cherchent la vengeance. Les généraux ordonnent de ne pas faire de prisonniers s'ils ne peuvent pas travailler. Et ceux qu'ils prennent, ils les utilisent non pas comme main-d'œuvre, mais comme panneaux publicitaires vivants de l'horreur. Les Espagnols décident d'appliquer la tactique de la terreur. La logique est froide comme des barreaux de prison. Si les Mapuches ne craignent pas la mort, nous les forcerons à craindre la vie. Nous transformerons leurs guerriers en rappel hideux de notre force. Le convoi des mutilations commence. Imaginez le chant après la bataille de Lagunias. Le soulèvement bat son plein. Les Espagnols capturent 150 prisonniers. Dans n'importe quelle autre guerre, on les aurait tués ou vendus en esclavage. Mais le nouveau gouverneur, García Hurtado de Mendoza, veut envoyer un message. On aligne les prisonniers. Ce n'est pas une exécution, c'est une amputation chirurgicale de la conscience. On coupe le nez d'un sur deux. On coupe la main droite de chaque guerrier. Et au chef, les deux mains. Ici, au milieu de l'odeur de chair brûlée et des gémissements, entre en scène une figure qui deviendra le cauchemar de l'Espagne. Un homme qui devait devenir le symbole d'une volonté brisée et qui est devenu l'icône d'une fureur absolue, inhumaine. Il s'appelle Galvarino. Il fait la queue pour le bio. Il voit ce qu'on fait à ses frères. Il voit le bourreau avec la hache. Que fait un homme ordinaire dans une telle situation? Il pleure, il supplie, il perd la raison de peur. Galvarino s'approche du bio en silence. Il y pose sa main droite, le coup. La hache tranche le poignet. Galvarino ne crie pas. Il regarde l'Espagnol dans les yeux et, sans changer d'expression, pose sa main gauche sur le bio. Le coup. Il lève ses moignons d'où le sang gicle et tend le cou. Coupe aussi la tête, disent ses yeux, parce que si tu me laisses en vie, tu le regretteras comme tu n'as jamais rien regretté. Mais les Espagnols ne le tuent pas. Ils cautérisent les plaies avec de l'huile bouillante et le relâchent. « Va, disent-ils, va vers les tiens. Montre-leur ce qui arrive à ceux qui lèvent la main sur la couronne. Qu'ils voient ton impuissance et soient horrifiés. » Ce fut une erreur fatale. Les Espagnols jugeaient les Mapuches d'après eux-mêmes. Ils pensaient que la vue d'un infirme mutilé susciterait la pitié et la peur. Ils ne comprenaient pas que dans une culture où la mort est juste une voisine, la mutilation peut devenir le carburant d'une haine d'une telle force qu'elle fait fondre l'acier. Galvarino retourne dans la forêt. Il arrive au conseil des chefs. Il s'avance au centre du cercle où sont assis Lautaro et les anciens. Il lève ses moignons vers le ciel. « Vous voyez ça ?» crie-t-il. « Vous pensez qu'il en sera autrement pour vous? Si nous nous rendons, nous serons tous comme ça. Nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas vivre avec eux. Nous pouvons seulement mourir en les emportant avec nous. » Son discours n'est pas la plainte d'une victime. C'est le rugissement d'un fauve. Le Conseil des Anciens, voyant ce monument vivant de la cruauté ennemie, prend une décision. La guerre jusqu'au bout. Aucune paix. Et alors Galvarino fait ce qui le transforme de personnage historique en légende de bande dessinée sombre. Il refuse d'être un invalide. Il exige qu'on attache des armes à ses moignons. Pas des prothèses, pas des crochets, des couteaux.
De longues lames tranchantes sont fixées à ses bras mutilés par des lanières de cuir. Essayez de concevoir cette image. Un homme à qui l'on a ôté la possibilité de tenir une cuillère, d'enlacer ses enfants, de construire une maison. Il a transformé son corps en pure fonction de meurtre. Il ne peut plus rien créer. Il ne peut que détruire. Il devient une arme vivante au sens le plus littéral du terme. La rumeur du guerrier au couteau vole devant l'armée mapuche. Lors de la bataille suivante, à Millarapue, les Espagnols voient dans les premiers rangs des attaquants une figure agitant des lames qui poussent directement de ses bras. Il ne sent pas la douleur. Il ne se défend pas. Il se jette sur les pics pour atteindre la gorge de l'ennemi. Il tranche les jambes des chevaux, éventre les fantassins. Imaginez ce que ressent un soldat espagnol en voyant cela. Vous êtes catholique? Vous croyez en Dieu et au diable? Et voilà que fonce sur vous, non pas un simple Indien, mais l'incarnation de la vengeance. Un démon que vous avez vous-même créé avec votre hache. Vous lui avez coupé les mains pour qu'il ne puisse pas tenir d'épée, et il est revenu avec des épées à la place des mains. L'histoire de Galvarino est courte et tragique. À la bataille de Millarapue, les Mapuches subissent une défaite. La discipline et la puissance de feu des Espagnols, sous le commandement de Mendoza, l'emportent sur le fanatisme. Galvarino est de nouveau capturé. Cette fois, les Espagnols ne se font pas d'illusions. Ils le regardent non comme un homme, mais comme un chien enragé qu'il faut abattre. Les légendes sur sa fin divergent. Certains disent qu'il a été livré aux chiens, d'autres qu'il a été pendu, d'autres encore qu'il s'est tué lui-même pour ne pas donner ce plaisir à l'ennemi. Un chroniqueur écrit qu'avant de mourir, il criait « Je mourrai, mais des milliers d'autres comme moi viendront. Mon sang enfantera de nouveaux guerriers. » Galvarino est mort, mais il a accompli sa mission. Il a prouvé que la terreur ne fonctionne pas contre un peuple prêt à payer n'importe quel prix pour sa liberté. Les Espagnols voulaient semer la peur, ils ont récolté une génération de fanatiques. La guerre est passée à une nouvelle phase. C'était une impasse noyée dans le sang. Les Espagnols pouvaient gagner des batailles, construire des forts, brûler des villages. Mais ils ne pouvaient pas briser l'esprit. Chaque fois qu'ils pensaient que les Aucas étaient pacifiés, un nouveau détachement sortait de la forêt. L'Espagne a commencé à fatiguer. L'empire le plus puissant du monde, possédant la moitié de l'Europe et toute l'Amérique, patinait dans la boue au bout du monde. C'était économiquement non rentable. C'était politiquement humiliant. Les soldats envoyés au Chili écrivaient leur testament, sachant qu'ils partaient pour le cimetière espagnol. Les Espagnols commençaient à comprendre. Ils peuvent tuer tous les Mapuches, jusqu'au dernier, mais ils ne peuvent pas les soumettre. Et le génocide est une affaire coûteuse et fastidieuse. À la fin du XVIe siècle, après la mort de Lautaro, après l'exécution de Galvarino, après la mort de milliers de héros anonymes, la guerre est entrée dans une impasse sanglante. Aucun des deux camps ne pouvait porter le coup décisif. Et alors s'est produit l'impensable. La civilisation qui se croyait la seule véritable a été forcée de reconnaître que la barbarie possède une souveraineté. L'orgueil de l'Empire s'est fissuré. À l'horizon se profilait la diplomatie. Mais pas la diplomatie à laquelle on était habitué en Europe, avec velours et vin, mais la diplomatie rude de la frontière, où le traité ne se signe pas avec de l'encre, mais par le fait que la pointe de la lance s'éloigne d'1 centimètre de la gorge. L'époque des parlements arrivait. L'époque où deux mondes, fatigués de s'entretuer, ont tenté de se regarder dans les yeux. Imaginez une guerre qui ne dure pas 4 ans, comme la Première Guerre mondiale, ni 30 ans, comme les guerres de religion en Europe. Imaginez une guerre qui dure près de 3 siècles. 300 ans. C'est plus que l'existence de la plupart des États modernes. Dans cette guerre,
naissent, vieillissent et meurent des dizaines de générations. Les petits-fils oublient pourquoi leur grand-père se battait, mais continuent de tuer parce que c'est le seul mode de vie qu'ils connaissent. Bienvenue dans la guerre d'Arauco, le Vietnam de l'Empire espagnol, l'Afghanistan du Nouveau Monde. Un trou noir qui aspirait les ressources de la couronne plus vite que les pirates ne pillaient ses galions. Au début du XVIIe siècle, Madrid s'est retrouvée dans une impasse. Regardez la carte de l'époque. L'Espagne possède la moitié du monde. Son drapeau flotte des Philippines au Mexique, de la Floride à la Terre de Feu. Mais dans cet empire gigantesque, il y a une tache blanche, une écharde qui suppure et ne laisse aucun repos. Les terres au sud de la rivière Biobío. Les généraux espagnols appelaient cet endroit la Flandre des Amériques. La Flandre était le lieu en Europe où périssaient les meilleurs tertios espagnols. L'Araucanie est devenue son reflet. On envoyait les soldats ici comme en exil. Tu veux mourir vite, va en Italie. Tu veux mourir dans la boue, sans gloire ni argent, va au Chili. L'Empire a tout essayé. Ils ont essayé le génocide, ça n'a pas marché. Les Mapuches ont répondu par encore plus de terreur. Ils ont essayé de construire des chaînes de forts. Les Mapuches les brûlaient. Ils ont essayé d'envoyer des missionnaires. Ils revenaient martyrs ou ne revenaient pas du tout. Le fer rouillait sous les pluies constantes. La poudre prenait l'humidité. Le trésor se vidait. Et alors s'est produit un événement qui brise tous les modèles de l'histoire coloniale. Le moment où l'Empire fier et arrogant, habitué à regarder les indigènes comme du bétail parlant, a été contraint de tirer son chapeau et de s'asseoir à la table des négociations. Pas comme un maître avec un esclave, mais comme un souverain avec un souverain. 6 janvier 1641, plaine de Quilín. Si vous aviez vu cette scène, vous auriez cru à un rêve surréaliste. D'un côté, le marquis de Baïdes, gouverneur du Chili, en velours, dentelle et armure dorée. Derrière lui, une ligne impeccable de soldats, l'éclat de l'acier, des bannières à croix. De l'autre côté, des milliers de guerriers mapuches. À moitié nus, peints à l'ocre, vêtus de peau de puma, avec de longues lances sur lesquelles le sang des précédents gouverneurs n'avait peut-être pas encore séché. L'air vibre de tension. Un mouvement brusque, un tir accidentel, et un massacre commencera où personne ne survivra. Mais il n'y a pas de tir. Il y a du vin, beaucoup de vin, et du bétail abattu. Cela s'appelle un parlamento, une invention diplomatique unique. Un mélange de congrès de paix européens et de beuveries rituelles indiennes. Les Espagnols ont compris. Pour s'entendre avec les Mapuches, il faut jouer selon leurs règles. Et leurs règles exigent un contact personnel, de longs discours et un festin commun. Le gouverneur et les principaux chefs, les Lonco, s'avancent au centre. Ils s'embrassent. Pensez juste à cette image. Le représentant du roi Philippe IV, maître de la moitié du monde, embrasse un sauvage qui hier encore l'Église ordonnait de détruire comme païen. Ils échangent des cadeaux. Les Espagnols offrent des tissus, des outils en fer, des bijoux. Les Mapuches offrent des ponchos et des chevaux. Ce jour-là fut signé le traité de Quilín, un document sans équivalent dans l'histoire des deux Amériques. La couronne espagnole a officiellement reconnu l'indépendance du peuple mapuche. La frontière fut fixée à la rivière Biobío. Tout ce qui est au sud, c'est le Wallmapu, terre libre, où l'espagnol ne peut entrer qu'en invité, avec la permission des maîtres. Vous saisissez l'ironie? La machine militaire la plus puissante d'Europe a capitulé devant des tribus décentralisées. Pas sur le champ de bataille, mais juridiquement. Ils ont reconnu « Nous ne pouvons pas vous vaincre. Vivez comme vous voulez, mais ne nous attaquez pas. » Les Espagnols, bien sûr, ont présenté cela comme leur victoire. Dans les rapports au roi,
Ils écrivaient que les Mapuches s'étaient reconnus vassaux. Mais c'était un mensonge pour apaiser l'ego royal. En réalité, dans les forêts d'Araucanie, les décrets royaux valaient moins que le papier sur lequel ils étaient écrits. Seule la loi de la force y régnait. Après Quilín, a commencé une époque étrange. L'époque de la frontera, la frontière. La rivière Biobío est devenue une membrane entre deux mondes. La guerre n'a pas disparu, elle s'est simplement transformée. Au lieu de l'anéantissement total, ont commencé les raids, le commerce et le mélange des sangs. Les ennemis d'hier commerçaient. Les Espagnols avaient besoin de ponchos et de bétail. Les Mapuches avaient besoin de fer, de vin et d'indigo. Des capitaines d'amis sont apparus. Des intermédiaires vivant entre les mondes. Mais ne vous laissez pas tromper par cette image pastorale. C'était une paix avec un couteau dans le dos. Tous les 10 ou 20 ans, un grand soulèvement éclatait. Les Espagnols violaient les traités, tentaient de capturer des esclaves. Les Mapuches répondaient par un malón, un raid éclair, brûlant les haciendas et volant des milliers de têtes de bétail. Et pourtant, le statu quo s'est maintenu pendant des siècles. Le XVIIe siècle a fait place au XVIIIe. En Europe, les révolutions grondaient, les rois tombaient, les frontières changeaient. Et ici, au bout du monde, le temps semblait figé. La rivière Biobío restait la ligne qu'on ne pouvait franchir. L'Empire espagnol vieillissait lentement. Son nord s'écoulait vers les banquiers anglais. Ses armadas coulaient. Ses colonies commençaient à bouillonner d'idées de liberté. Mais le vieil ennemi au sud restait inchangé. Les Mapuches regardaient depuis l'autre rive l'agonie du géant avec un calme philosophique. Ils avaient survécu aux Incas, ils avaient survécu aux conquistadors, ils avaient survécu à l'apogée de l'Empire. Maintenant, ils observaient son déclin. Il leur semblait que le pire était derrière eux, qu'ils avaient gagné contre l'histoire. Que leur liberté, payée par des rivières de sang, était désormais garantie pour l'éternité. Quelle tragique erreur. Ils ne savaient pas qu'un nouvel ennemi venait remplacer le vieil ennemi, fatigué et religieux. Jeune, affamé, rationnel et absolument sans âme. L'Empire espagnol était un monstre, mais c'était un monstre à visage humain, avec qui l'on pouvait boire du vin et s'entendre. La nouvelle force qui naissait au nord ne croyait pas au traité. Elle croyait au progrès, à l'efficacité et à l'unification. Les empires ne meurent pas par l'épée, mais par le temps. Et les républiques viennent les remplacer. Et la nouvelle république du Chili, qui allait bientôt lever son drapeau, n'aurait ni la patience des rois, ni le respect des vieux parchemins. Elle aurait des fusils à tir rapide, le télégraphe et des chemins de fer. Le 19e siècle frappait déjà à la porte, et il n'apportait pas de cadeaux. Il apportait un son que les Mapuches n'avaient pas encore entendu. Le bruit rythmé et mécanique des roues, broyant l'espace et le temps. L'ère des héros touchait à sa fin. L'ère de la mort industrielle arrivait. Et contre elle, les Mapuches n'avaient pas d'antidote. Le temps a passé. En Europe, les modes, les frontières et les rois ont changé. L'Empire espagnol, ce léviathan maladroit et décrépit, a rampé pour lécher ses plaies, abandonnant ses colonies à leur sort. Un nouveau nom est apparu sur la carte. La République du Chili. Un État jeune, affamé, ambitieux. Et cet État avait de tout autre Dieu. Il ne priait pas la croix et l'épée. Il priait le progrès, le blé et l'exportation. Le 19e siècle a apporté en Araucanie un ennemi qu'on ne pouvait tuer simplement en lui coupant la tête. Parce que cet ennemi n'avait pas de tête. Il avait une structure, une économie, une industrie. Regardez le soldat de la nouvelle armée chilienne, modèle 1860.
Il ne ressemble plus aux conquistadors bardés de fer qui s'enfoncent lentement dans le marais. Il porte un uniforme simple, des bottes confortables. Mais l'essentiel est dans ses mains. Ce n'est plus un mousquet qu'il faut charger pendant 1 minute, en versant la poudre et en crachant la balle dans le canon. C'est un fusil Spencer, ou une Winchester, un fusil à répétition. Vous comprenez ce que cela change? Tout. Auparavant, les Mapuches avaient un intervalle de mort, le temps entre les salves espagnoles, où l'on pouvait percer au corps à corps. Maintenant, cet intervalle a disparu. Le soldat actionne simplement le levier de sous-garde. Clic-boum, clic-boum, clic-boum. 7 coups en 10 secondes. Ce n'est pas une guerre, c'est une exécution. Le courage, la fureur, l'art de la guerre, tout cela a été dévalué en un instant. Quelle différence cela fait-il que vous soyez intrépide si un mur de plomb vous abat à 200 mètres de l'ennemi? Mais ce ne sont pas les fusils qui tuaient, c'est la logistique qui tuait. 2 véritables cavaliers de l'Apocalypse sont entrés en jeu pour les Mapuches. Pas la peste et la guerre, mais le télégraphe et la locomotive. Imaginez l'horreur du chef qui voit qu'à travers ces forêts sacrées, on perce une tranchée et on plante des poteaux avec un fil tendu. Il coupe le fil, pensant avoir vaincu. Mais il ne comprend pas l'essence. L'information est déjà partie. Le télégraphe permettait au général à Santiago de diriger les troupes au sud en temps réel. La surprise a disparu. Le brouillard de guerre s'est dissipé. Et puis est apparu le son. Le claquement rythmé et lourd du métal contre le métal qui fait trembler la terre. Le chemin de fer. Auparavant, pour amener des renforts à la frontière, il fallait des semaines de marche dans la boue. Les soldats fatiguaient, tombaient malades, désertaient. Maintenant, le train livrait un régiment frais, des munitions et des vivres en quelques jours. La guerre s'est transformée en question de ravitaillement. Et la République avait des ressources infinies. L'opération a reçu un nom cynique et bureaucratique, pacification de l'Araucanie. Pas conquête, notez bien, pacification. Comme s'il s'agissait de calmer un enfant qui pleure, et non de briser l'échine de tout un peuple. L'architecte de ce plan fut le colonel Cornelio Saavedra. Il ne cherchait pas la gloire de Valdivia, il était pragmatique. Il a proposé de ne pas courir après les Mapuches dans les forêts. « Nous allons simplement déplacer la frontière », a-t-il dit, pas à pas. La tactique était ennuyeuse et mortelle. L'armée avançait de quelques kilomètres, construisait un fort, tirait le télégraphe, posait la route, se fortifiait et faisait le pas suivant. Ils étranglaient le Walmapu comme un boa étrangle un lapin. Lentement, méthodiquement, sans droit à l'erreur. Les Mapuches ont tenté de résister. Ils ont rassemblé de grandes alliances. En 1881 a eu lieu le dernier soulèvement d'envergure. Ils ont attaqué les nouveaux forts, tentant de répéter le succès de Lautaro. Mais les forts étaient désormais différents. Les canons à tir rapide de croupe et les fusils transformaient les abords des murs en hachoirs. L'héroïsme se brisait sur la balistique. Et alors les Chiliens ont utilisé l'ultime moyen, l'étouffement économique. Si l'ennemi se cache dans la forêt, brûle sa nourriture. Les soldats entraient dans les vallées non pour combattre, ils entraient pour brûler les récoltes de blé, pour voler le bétail, pour détruire les huttes. C'était la tactique de la terre brûlée. Les Mapuches n'ont pas été vaincus au combat. On les a forcés à choisir, mourir d'une balle ou regarder leurs enfants mourir de faim. La faim est un ennemi qu'on ne peut tuer d'un coup de lance. Il ne dort pas. Il ne rate pas sa cible.
À la fin des années 80 du 19e siècle, tout était fini. La Grande Araucanie, terre qui pendant 300 ans avait été synonyme de liberté, a cessé d'exister en tant que territoire indépendant. On l'a découpée en morceaux, entourée de fils de fer barbelés et distribuée à des colons venus d'Europe, Allemands, Suisses, Italiens. Des gens qui sont venus cultiver du pain sans savoir que leur ferme reposait sur les ossements des plus grands guerriers du continent. On a parqué les Mapuches dans des réserves. Eux, les seigneurs d'immenses espaces, ont été enfermés sur des lopins de la plus mauvaise terre. C'était la fin d'une époque, la fin d'une histoire qui semblait infinie. Mais voici le dernier paradoxe pour vous. Le crochet final que laisse cette histoire. Regardez les cartes modernes. L'Empire Inca n'existe plus. L'Empire espagnol n'existe plus. Leurs palais sont devenus des musées. Leur or repose dans les banques de Londres et de Zurich. Et les Mapuches, ils sont toujours là. Oui, ils ont perdu la guerre pour le territoire. La machine industrielle leur est passée dessus comme un rouleau compresseur sur une fleur. Mais ils n'ont pas disparu. Ils ne se sont pas dissous. Ils ont gardé leur langue. Ils ont gardé leur culture. Ils ont gardé leur fureur. Même aujourd'hui, des siècles plus tard, dans les forêts du sud du Chili, brûlent des camions de compagnies forestières. Même aujourd'hui, le mot « mapuche » provoque un tic nerveux chez les politiciens chiliens. L'histoire nous a montré une chose étonnante. La technologie peut conquérir la terre. La Winchester peut tuer le guerrier. Le train peut amener des soldats. Mais aucune technologie ne peut tuer l'idée que tu es le maître de ta terre. Les Mapuches sont le peuple qui a brisé des empires. Ils n'ont pas perdu contre des hommes. Ils ont perdu contre le temps. Ils étaient une épée de bronze qui a tenté de trancher un rail d'acier. L'épée s'est brisée. Mais le tintement de ce coup flotte encore dans l'air des Andes, nous rappelant à tous, les empires sont mortels. Les technologies changent. Et l'esprit de résistance est la seule constante dans l'équation de l'histoire humaine. Les Espagnols cherchaient l'Eldorado dans l'or. Ils se sont trompés. Le véritable Eldorado, c'est une volonté inflexible. Et il a toujours été ici, dans la boue, la pluie et le brouillard de l'Araucanie.